Bonjour tout le monde, une petite annonce, promis je suis pas long. Cet épisode marque un changement significatif concernant la façon dont je réalise les épisodes des Arcanes d'Osmond. Je tenais quand même à vous prévenir pour que ça soit pas brutal. Il s'avère que, à partir de maintenant, je vais arrêter d'utiliser des voyas ou de faire appel aux copains pour le doublage de différents personnages masculins. Et je vais revenir à ce que je faisais il y a de ça encore un an, c'est-à-dire que c'est moi qui vais assurer l'ensemble des voix masculines. Je ne m'étale pas trop sur le pourquoi du comment, tout est détaillé dans cette vidéo disponible sur la chaîne du Runner au 30, où j'aborde, entre autres choses, cette question du doublage, le pourquoi du comment, et vous aurez toutes les informations dedans. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sur les rails qui longeaient les flancs de la montagne, un train filait à toute allure, tiré par sa locomotive. Celle-ci crachait une sorte de fumée noire à l'odeur de soufre, issue de son moteur à combustion argyrique. À bord de la voiture de tête, un conducteur et un technicien se chargeaient de faire fonctionner la machinerie oriméenne. Les deux cheminots se relayaient pour insérer dans le moteur des cartouches de minerai d'argile terrestre d'une grande pureté. Sous le dôme de la chaudière, un marteau frappait l'argile avec régularité, réduisant le minerai en fine poussière scintillante. Celle-ci était ensuite injectée dans le système de transmission. Comprimée par un piston d'argyrite, un métal qu'on ne trouvait que près des gisements du précieux minerai, la poussière atteignait une pression extrême. L'argile rentrait alors en résonance au contact d'une bougie d'obsidienne. Ce système permettait de libérer l'énergie manasique contenue dans l'argile. L'explosion qui en résultait actionnait ainsi le vilebrequin qui mettait le train en mouvement. Un peu plus tôt, le train avait fait escale après avoir franchi la ligne frontalière qui marquait la distinction entre Telberg et Orim. Valen et ses amis, qui avaient discrètement passé la frontière à pied en compagnie de deux hommes de Runok, en avaient profité pour embarquer. L'un de leurs guides avait facilité les choses en glissant au contrôleur quelques pièces d'argent. « Messieurs, voici de nouveaux tickets. » dit le contrôleur sèchement comme si de rien n'était. « Veuillez ne plus oublier ceci à l'avenir. » ajouta-t-il innocemment, en esquissant toutefois un léger sourire. « Le train quitte le quai d'ici 10 minutes. Ne tardez pas à charger vos affaires et vos montures dans le wagon numéro 7. » Ils se présentèrent à la voiture en question. Là, un autre agent de quai se chargeait de faire monter et descendre les gobecs des voyageurs. Pour chaque monture, il plaçait un collier avec une tablette en bois numérotée autour du cou. Après quoi, il donnait un double de cette tablette en contrepartie. Il en était de même avec les bagages que certains voyageurs y déposaient. Ce système permettait ainsi à chacun de récupérer son bien une fois arrivé à destination. Avant de monter, les quatre amis dirent au revoir aux hommes de Runok qui les avaient guidés jusqu'ici, puis le train redémarra dès que le sifflet du contrôleur se fit entendre. Ce n'était pas la première fois qu'il prenait le train pour se rendre en zone marchande neutre. Mais c'était la première fois que ce voyage avait comme une odeur de liberté. Assis confortablement, chacun regardait silencieusement le paysage défiler par la fenêtre, apaisé par le bruit que faisait le monstre de métal sur le chemin de fer. Ils se perdaient dans leurs pensées, les nerfs se relâchant enfin après ces quelques semaines qui n'avaient pas été de tout repos. Calixte repensait alors à leurs derniers moments dans la cité. Avant de partir, tous les quatre avaient fait un détour en passant chez Fenris pour lui dire au revoir. Calixte put alors revoir Anya, qui se remettait doucement, mais qui ne pouvait toujours pas parler suite à sa blessure. « Un jour je reviendrai », lui avait-il dit. Elle posa une main sur son visage et lui répondit par la négative d'un mouvement de tête, tout en souriant. Elle fixa Calixte d'un regard qui lui disait « Vis ta vie ». Ce moment était un déchirement pour le jeune homme, puisqu'Anya était son premier amour. En ce qui la concernait, ce n'était pas le cas, et même s'il y avait une certaine complicité entre eux, elle avait davantage vécu leur histoire comme une simple amourette. Elle n'éprouvait qu'un seul regret,
c'était de ne pas pouvoir libérer de vive voix son prétendant de leur relation. Une fois sorti du bidonville, Talnar s'arrêta un instant, sauta de son gobec et se tourna vers la caldeira. C'est alors qu'il sortit une flasque d'alcool de cactus dont il but une bonne rassade. Après quoi, il prononça quelques mots tout en versant le reste du breuvage sur le sol, le regard fixé sur la ville. « J'ai détesté me retrouver ici. Mais je mentirais en disant que partir ne me fait rien. Tu m'as sauvé, alors qu'on m'avait envoyé mourir dans ce putain de désert. J'espère qu'on n'aura jamais à se revoir. Mais merci. » Le voyage s'était déroulé sans encombre, et avec l'aide des hommes de Runok, l'équipe d'anciens prospecteurs avait pu facilement entrer dans la zone marchande et embarquer dans le train. « Maintenant qu'on est libre, qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» demanda Calixte. « Moi, j'espère qu'à l'université ils pourront m'aider à retrouver la mémoire. » « Ouais, enfin te réjouis pas trop vite. Hein. Attendons de sortir de la zone avant de crier victoire. » rétorqua Kérit. « Qu'est-ce que tu veux dire, Calixte ?» surenchérit Talnar. « Je te rappelle qu'on n'est pas en balade ?» ?»« Bien sûr, mais au cours de notre voyage, on aura sans doute l'occasion de faire des choses qu'on n'a pas faites depuis longtemps ou de revoir des proches. » « Moi, j'aimerais bien revoir ma famille, » répondit Valen sur un ton nostalgique. « On ne passera pas très loin quand on quittera l'université. Alors j'espère qu'on pourra s'y rendre. » « Pareil pour moi, » ajouta Talnar. « Mes deux femmes doivent sans doute attendre mon retour. Vous verrez un jour si on y va ensemble. Je vous parie qu'Edam sautera au cou, mais que Solveig commencera par m'engueuler comme un connard pour avoir mis autant de temps à rentrer. » « Eh ben moi je suis un homme simple, » s'exclama Kérit en souriant. « Une fois à Arcadea, j'espère bien m'arrêter au premier bordel digne de ce nom qu'on croisera. Ça me changera des cagottes de Telberg. »« T'es vraiment irrécupérable, » dit Valen sur un ton amusé. « Bon, j'aimerais aussi voir mes grands-parents, mais Roquefendre n'est pas sur le chemin, » ajouta Kérit. « Ça me ferait plaisir à moi aussi de les revoir. » s'exclama son ami d'enfance. Comme Valen et Kérit avaient grandi ensemble, tous deux avaient parfois été confiés à l'un ou l'autre de leurs proches, pendant que leurs parents participaient aux opérations de la résistance arcadéenne. Valen et Kérit passèrent ainsi un certain temps chez les aïeux de ce dernier, qui considéraient Valen comme leur propre petit-fils. Pour les mêmes raisons, Kérit connaissait lui aussi très bien le grand-père paternel de Valen. La tournure sentimentale que prenait la conversation déplaisait à Talnar qui brisa la glace. « Mais la première chose qu'on pourra faire, c'est s'enfiler de bonnes pannes de bière et un bourrepas. Parce que bon, c'est pas avec ce qu'on gagnait et les prix de la zone qu'on pouvait se payer une auberge correcte. »« Ça me va, » clama Kérit. « Allons-y pour s'en mettre plein la panse, » abonda Valen. « Mais après, faudra quand même faire gaffe à notre argent, hein, parce qu'on n'a pas bourse infinie non plus, les gars. » Infini, peut-être pas, mais les miennes sont pleines, s'amusa Kérit. Alors là, bravo, c'est d'une finesse, réagit Valen avec un air faussement offensé. Mais plus sérieusement, à ce sujet, j'ai pensé à un truc, déclara Kérit sur un ton plus sérieux. Une fois arrivé, une partie de notre équipement nous sera plus utile. Il faut qu'on profite de notre passage pour le revendre. Et ça nous permettra aussi de nous acheter des vêtements qui seront plus passe-partout que nos loques poussiéreuses, et ce, sans taper dans notre argent. Ah oui, c'est pas con ça, surenchérit Valen. Les quatre amis conversèrent encore quelque temps, continuant à parler de ce qu'ils aimeraient faire, ou partageant des anecdotes personnelles. Puis Valen et Calixte finirent par s'endormir pour le reste du voyage, qui devait durer jusqu'au petit matin. Leur destination était la ville oriméenne de Bois-au-Bol. Sans être une grosse métropole, c'était toutefois une ville un peu importante, puisqu'elle était un point de passage marchand. La zone marchande neutre couvrait un territoire immense, de Telberg jusqu'à Norgal, une nation elfique située au nord de la zone, en passant par l'est d'Orim. Officiellement,
Et l'on comprendra aisément pourquoi. Cette région n'avait aucune existence légale, et les gouvernements feignaient d'ignorer celle-ci. Dans les faits, cela arrangeait tout le monde. En conséquence, la présence de la milice était relativement importante, afin que cet espace ne serve pas de point d'étape aux sans-nom qui nourriraient des projets d'évasion. Pour la traverser, il fallait aux exilés un laissez-passer obtenu à la frontière. Celui-ci avait une validité variable en fonction de l'agent à qui vous aviez affaire et de la somme que vous étiez prêt à mettre. Il n'excédait jamais plus d'1 ou 2 semaines. De plus, les miliciens profitaient des points de contrôle pour arrondir leur fin de mois. Vendre ces marchandises à Norgal coûtait donc plus cher, mais rapportait aussi plus d'argent. Si Boobol était une ville intéressante pour les sans-noms, c'est parce qu'elle se trouvait à peu près au milieu de ce territoire marchand. Alors que le train s'approchait de la gare, Talnar regardait la ville se dessiner au travers de la brume matinale. La gare, bâtie de briques jaunes, se dressait le long de la montagne. Elle arborait de grandes portes vitrées aux boiseries vert de gris, régulièrement espacées le long de la façade. Mais ce qui se distinguait en premier, c'était son pavillon central, surmonté d'un large dôme d'ardoise. L'édifice était particulièrement imposant, puisqu'il mesurait près de 300 mètres de long. Situé directement au pied de la montagne, la gare se trouvait au pied de la grande porte, qui donnait sur la nation souterraine des nains. Comme il s'agissait d'abord d'un lieu de transit pour des produits et des denrées venus des 4 coins du monde, l'essentiel des personnes qu'on pouvait y croiser étaient des charretiers de quais. Des quais qui bruissaient alors de l'activité de ces ouvriers, dont le travail consistait à remplir et vider les trains de leurs marchandises. Ici transitaient des cargaisons provenant de très loin, parfois même de l'archipel des îles Jinao. Le fait que le port le plus proche ne soit qu'à 1 semaine à dos de Gobek en faisait une plateforme logistique naturelle. De là, caisses et ballots étaient expédiés vers d'autres pays ou bien s'enfonçaient dans les profondeurs de la cordillère de Mojox, sous laquelle se trouvait la nation des nains. La locomotive venait de s'arrêter en émettant le bruit caractéristique de son sifflet pneumatique. À l'extérieur du wagon, une voix se fit entendre. « Boobol, terminus, tout le monde descend !» cria un nain sur le quai. Les 4 amis descendirent du train, récupérèrent leurs montures et affaires, pour ensuite s'éloigner rapidement de ce lieu si propice au contrôle de la milice. En premier lieu, il leur fallait devenir plus discrets, ce qui voulait dire trouver un acheteur qui ne soit pas trop regardant pour leur racheter leur Gobek. En effet, qu'un prospecteur décide de revendre sa monture n'était pas chose courante, et aurait plutôt eu tendance à attirer l'attention. La suite du voyage devrait donc se faire à pied, au moins pendant un temps. Si Kirit excellait dans la négociation, c'est Talnar qui disposait d'une bonne connaissance du milieu marchand. Malgré son physique impressionnant, son côté bourru et la crainte qu'il pouvait inspirer, c'était quelqu'un qui avait de grandes facilités à créer des liens avec les gens. Pour cette raison, il était sans doute celui qui s'était le plus souvent rendu dans la zone. Aussi, plutôt que de passer par la sortie nord de la gare, ils traversèrent les voies pour se rendre en périphérie de la ville. De là, Talnar guida ses amis jusqu'à un entrepôt où ils purent revendre leur Gobek, avant de se rendre dans les rues marchandes de la cité ferroviaire, leur barda sur le dos. Alors qu'ils s'en approchaient, Talnar prit la parole sur un ton grave. « Bon, les gars, maintenant, va falloir faire notre marché en étant prudent. On se sépare en groupe de 2 pour ne pas se faire remarquer, on fait nos courses, et on se retrouve ici dans 1 heure. » « Et si on termine avant ?» demanda Valen. « Alors vous vous planquez dans une ruelle et vous attendez. » répondit-il sans détour. Les rues commerçantes étaient de larges artères bordées des shops et débouchaient toutes vers la place centrale du marché, où s'installaient presque chaque jour des colporteurs venus de tout le continent. Dans ce quartier régnait toujours une forte animation. Le brouhaha des gens se mêlait aux coups de marteau des forges et au crépitement de cuisson de certains étals. De doux fumées de nourriture en émanaient et venaient chatouiller les narines des passants.
Ces odeurs se mélangeaient à celles des épices, du cuir tanné, ainsi qu'à celles du soufre recraché par les locomotives un peu plus loin. Le marché était d'ailleurs suffisamment proche de la gare pour qu'on puisse parfois entendre le sifflet d'un train. Tandis que Valen et Kérit cherchaient en premier lieu un magasin pour revendre du matériel, un chariot passa devant eux, tiré par un gobek harnaché. Si l'endroit semblait être le lieu idéal pour se dissimuler, les miliciens en uniforme étaient toutefois nombreux et guettaient les comportements suspects. Bohobol était une ville de passage, mais aussi de contrôle, et cela se ressentait à chaque pas. Alors que Talnar et Calixte remontaient une rue commerçante à la recherche d'une échoppe discrète, une voix rauque fendit l'air. « Talnar, espèce de vieux tas de merde d'Erlian !» Le vacarme de la rue sembla se figer un instant. Quelques têtes se tournèrent, et Calixte sursauta. Au loin, Valen, qui avait entendu, regarda la scène en fronçant les sourcils. Talnar, lui, s'arrêta net. Il se retourna lentement, les épaules droites, puis plissa les yeux en direction du cri. Un large sourire fendit son visage. « Borkan, espèce de vieux fils de Zubron !» hurla-t-il à son tour. Une insulte qui n'était pas anodine, puisque le Zubron était un bovin, et que la personne qui l'avait interpellé n'était nul autre qu'un minotaure des îles Jinao. Non loin, deux miliciens échangèrent un regard, avant de s'avancer, la main sur le pommeau de leurs épées. Calixte se tourna vers Talnar pour lui parler à voix basse. « T'es fou ou quoi? Tu veux qu'on se fasse embarquer ?» Talnar fit mine de ne rien entendre et marcha à grandes enjambées vers l'étal de bois sombre derrière lequel se tenait l'imposant minotaure au pelage foncé. Celui-ci portait un kimono d'un vert profond, ceint d'une large ceinture sur laquelle étaient brodés des symboles djinéens. L'ensemble était maintenu par une broche ouvragée en forme de spirale. À chaque oreille était accroché un pendentif de bois laqué. Devant lui, des fioles de verre et des flacons d'herbes séchées s'alignaient avec une précision méticuleuse. Borkan dégageait une certaine contenance et une force tranquille, mais son regard acéré et sa masse musculaire ne trompaient personne. Lui et le Nordique se retrouvèrent face à face, puis éclatèrent de rire tout en se faisant une puissante poignée de main. « Alors comme ça t'es toujours vivant, vieille carne !» s'exclama le commerçant. « Depuis le temps, je me demandais si ce désert n'avait pas fini par avoir ta peau. »« Et toi alors? Toujours en train de vendre tes remèdes de charlatan ?» le railla Talnar en souriant. « Des remèdes que tu ne peux pas te payer !» répliqua Borkan hilar. Les miliciens qui s'étaient rapprochés marquèrent un temps d'arrêt. L'un d'eux fit un signe de tête à l'autre, et tous deux rebroussèrent chemin sans un mot. Si un marchand reconnu appréciait un type comme lui, alors il était inutile de perdre du temps. Ouf, je crois qu'on vient d'éviter la catastrophe, là, murmura Calixte pour lui-même avec soulagement, en se pinçant le haut de l'arête du nez. Il regarda ensuite le minotaure avec attention. Il n'en avait jamais vu d'aussi près. L'allure noble de l'animal, sa stature droite presque cérémonielle, et l'éclat de ses yeux trahissaient son origine lointaine. La culture des Jinao émanait de son étal et se ressentait jusque dans les gestes précis avec lesquels il arrangeait ses objets. « Qui est-ce » demanda Calixte timidement. « Un vieil ami, » répondit Talnar. « Un salaud, mais un bon salaud. » De leur côté, Valen et Kérit reprirent leur chemin et empruntèrent une rue avec davantage de monde pour mieux se fondre dans la masse. « Oh putain, il m'a fait peur ce con !» souffla Kérit en faisant allusion aux Djinéens. Ils s'arrêtèrent devant une bijouterie juste pour le plaisir d'admirer de belles choses. Cela les changeait des bijoux artisanaux grossiers de la cité des sans-noms. C'est alors qu'un objet se mit à trembler dans la vitrine et à faire du bruit. Il s'agissait d'une épingle à cheveux, ornée d'une magnifique pierre bleue.
Valen comprit aussitôt que c'était sa présence qui avait provoqué ce phénomène et accéléra le pas. « Qu'est-ce que... » fit Kérit sur un ton interrogatif. « T'occupe, avance. » le coupa Valen à mi-voix. « Trop jeune pour porter une aura comme ça. » entendit Valen dans la foule des passants. Valen regarda tout autour de lui pour tenter de déterminer qui avait pu prononcer ces mots, mais en vain. Cela ne le rassurait pas. Si de simples objets pouvaient être sensibles à sa nature de malard, ou que des Manazis pouvaient percevoir l'énergie qu'il dégageait, il ne serait pas facile de voyager avec discrétion. Les 4 amis avaient suivi les recommandations de Talnar. Se séparer, rester discrets, revendre ce qui ne leur servirait plus, et acheter ce dont ils allaient avoir besoin. 1 heure plus tard, chacun réapparut à l'endroit prévu, le regard en alerte. « Eh ben, je vois que ces machines ne se refaisaient rien !» railla Talnar. Les tenues des uns et des autres avaient légèrement changé. Les vêtements qu'ils portaient à présent étaient neufs, ajustés, bien qu'ils aient conservé précieusement leurs équipements en cuir de verre des sables. Valen avait troqué sa chemise pour un modèle plus ajusté de couleur ocre et remplacé son vieux fut par un pantalon marron tirant sur le noir et de bien meilleure qualité. Kérit, fidèle à lui-même, arborait une chemise blanc cassée et un pantalon marron propre. Son nouveau manteau couleur café lui donnait presque l'allure d'un capitaine sans navire. Calixte avait évidemment conservé sa veste en cuir de verre des sables, mais sa chemise de lin grisâtre avait disparu au profit d'un henley à la teinte du charbon, et il disposait enfin d'un pantalon à sa taille bien plus agréable à porter. Une paire de bottes neuves, aux semelles épaisses et aux lacets solides, achevait de lui donner un air plus crédible. Talnar, quant à lui, s'était débarrassé des guenilles qu'il portait sous son armure, au profit de vêtements de lin dignes de ce nom, à point d'armement. Le sud de Telarild était très chaud, bien que beaucoup plus supportable que Telberg, mais il était aussi plus humide par endroits. Ils en avaient donc tous profité pour remplacer leurs manteaux remplis de poussière par des pardessus en toile huilée, un vêtement bien plus adapté à la météo d'Arcadea qu'au vent du désert. D'un vert olive profond, il retombait jusqu'à mi-cuisse et était doté d'un capuchon pour se protéger de la pluie. Leurs sacs aussi avaient été remplacés. Moins imposants et sanglés près du corps, ils étaient conçus pour les longs voyages à pied. Les anciens prospecteurs avaient alors revendu pioches, griffes, pelles pliables et autres instruments de récupération. Ne restait que l'essentiel avec dans chaque sac une corde, un briquet, un couteau, quelques outils et de quoi camper sans s'encombrer. Les gourdes étaient pleines et les sacoches latérales renfermaient fruits secs, viande séchée, galettes de maïs, ainsi que quelques plantes médicinales et bandages pour les premiers soins. Kérit avait même réussi à obtenir un onguent ginéen à base d'écorce, d'huile végétale et de menthe, réputé pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Enfin, Valen en avait profité pour s'acheter un peu d'herbe à fumer, une nouvelle pipe et quelques munitions. Ils avaient toujours l'allure de voyageurs chevronnés, mais plus du tout celle d'exilés ou de prospecteurs. La dépense, un peu plus importante que prévu, marquait après ces années de désert une forme de renaissance. Au détour d'une ruelle discrète, ils regardèrent une dernière fois leurs anciens vêtements. Des chemises trouées, des pantalons usés jusqu'à la corde, et l'ancienne veste en velours mi-longue de Kérit qu'il avait hésité à jeter. Au loin, un clochard les observait, adressant un sourire énigmatique à Valen. Talnar souleva le couvercle d'un vieux tonneau en bois et y jeta le tout sans un mot, avant de le refermer. Une page venait de se tourner. « J'espère qu'on ne va pas le regretter », dit Kérit en ajustant son nouveau manteau. « On regrette rarement d'avancer », répondit Valen avec un sourire espiègle. « Si on pouvait avancer sans la milice au cul... » renchérit Talnar. « Allez, on bouge !» Ils reprirent leur marche dans les ruelles de Boobol, en recherche d'une taverne, chacun un peu plus léger.
Après quelques minutes, ils trouvèrent une auberge où se restaurer, dans laquelle il était peu probable d'être contrôlé. Habituellement, les prospecteurs qui venaient dans la zone ne disposaient jamais de quoi s'offrir mieux qu'une auberge malfamée. Calixte et Kérit avaient proposé de se réfugier dans un lieu du même acabit afin de limiter leurs dépenses. Or, le risque d'un contrôle y était grand. Valène proposa alors de faire précisément le contraire. « Runok n'a pas été radin avec nous, dit-il. On devrait en profiter un peu pour se poser dans un endroit huppé. Au moins, on est sûr que justement, on y sera à peu près en sécurité. » En effet, ces lieux accueillaient généralement des commerçants importants, des marchands et des habitants aisés. Les patrons de ces établissements avaient alors pris l'habitude de glisser des pots de vin à la milice afin d'être à l'abri des contrôles qui avaient tendance à faire fuir la clientèle. L'ambiance les changeait radicalement de la poussière de la cité. L'auberge du commerce, c'était son nom, était un établissement discret et de bonne réputation, situé en marge du centre-ville. La douce lumière qui y régnait et l'ambiance légèrement feutrée contrastaient avec l'atmosphère de la ville ouvrière. Dans la grande salle, des lampes à huile de Rytine, un immense mammifère marin du Nord chassé pour sa graisse au large de Telgel, éclairaient timidement les espaces arrangés pour parler en toute discrétion. Des luminaires suspendus au plafond étaient alimentés par un extracteur d'énergie argyrique dont on pouvait percevoir le bruit sourd. Le sol, quant à lui, était fait d'une superbe marqueterie dans un bois local, duquel émanait une agréable et subtile odeur de cire d'abeille. Loin des rires gras et des chansons d'ivrogne, rien n'attirait ici les travailleurs ni les miliciens. Les voix basses se mêlaient plutôt au bruit de cuisine et des talons sur les parquets, tandis que boiseries et tentures se chargeaient d'atténuer les sons venant de l'extérieur. Tout cela donnait à ce lieu le sentiment d'être comme coupé du monde. En bref, exactement ce dont nos aventuriers avaient besoin avant de reprendre la route. Talnar s'arrêta devant le comptoir et échangea quelques mots avec l'aubergiste. On va prendre une table et de quoi se remplir la panse. Je veux un truc chaud, épicé et qui sent bon la viande rouge faisandée. Tu viens de décrire Kérit, là ? Répliqua Calixte en riant. Mais ferme ta gueule et paie-moi donc mon assiette, tiens, répondit Kérit, faisant semblant d'être vexé, tout en s'installant à une table. Tout ici respirait le confort, sans que ce ne soit ostentatoire, et la présence des anciens prospecteurs détonnait avec le cadre. « Eh les gars, restons discrets », les invectiva Valène. « On fait déjà tâche avec le décor, inutile d'attirer davantage l'attention. » Ils commandèrent un plat local accompagné d'une panne de bière oriméenne, comme seuls les maîtres brasseurs nains savaient la faire. C'était leur premier vrai repas depuis de nombreuses années. Ils se restaurèrent en silence, profitant du semblant de normalité de ce moment. Une fois le repas terminé, le garçon de salle vint à leur table. « Ces messieurs prendront bien un café ?» leur demanda-t-il. Plus loin derrière lui, on pouvait voir le patron discuter avec des habitués. « Comment pourrais-je refuser ?» demanda Valène avec le sourire, pour qui une telle proposition ne pouvait trouver qu'une réponse positive. « Allons-y pour un café, s'il vous plaît », ajouta-t-il. Ses amis le suivirent également. Tout en sirotant leur boisson, ils discutèrent de leur prochaine destination. La ville portuaire de l'Observatoire se trouvant à 1500 km au nord, où ils embarqueraient pour l'acropole d'Acadia. Une longue marche les attendait. Une fois le repas terminé, ils payèrent l'aubergiste et quittèrent les lieux. Ils auraient pu passer la nuit sur place, mais ils avaient hâte de s'extraire définitivement de la zone. Voyager léger allait leur permettre d'avancer et de camper loin des sentiers, et donc en sécurité. C'est alors qu'en sortant de l'auberge, un enfant se jeta sur Talnar avant de reprendre sa course. « Hé, petit con, tu pourrais t'excuser au moins !» lui lança-t-il. Tout en courant, le gamin se retourna sans un mot en esquissant un sourire. Il venait de voler sa bourse à Talnar. « Putain de merde !»
s'exclama-t-il en commençant à se lancer à sa poursuite. Ce sale gosse nous a volé notre fric! Fais chier, j'aime pas ça, ajouta Kérit en s'engageant dans la course avec les autres. Reviens ici, petite vermine! Lui cria Talnar. De ruelle en ruelle, la course sembla durer une éternité. C'était d'autant plus difficile que chacun portait son sac sur le dos. Le jeune pickpocket ne manquait pas d'audace, allant jusqu'à traverser les voies de chemin de fer alors qu'un train quittait la gare. Bordel, je te jure, si je le chope, il va prendre cher! Clama Talnar à l'intention de Kérit tout en continuant sa course. Putain, je sais vraiment pas comment tu fais pour tenir le rythme avec ton armure, lui dit Kérit. Je viens du nord, moi. On n'est pas comme vous, les fragiles du sud. Ria-t-il. Calixte, prends par cette ruelle, ordonna Valen. Moi je vais contourner ces entrepôts, on va l'avoir en tenaille. Ça marche, lui répondit le jeune homme. Les 4 amis connaissaient bien la ville, qui était leur point de chute privilégié pour y revendre leurs trouvailles du désert. Aussi Valen avait-il eu une idée pour parvenir à rattraper le voleur. Alors qu'ils s'étaient séparés, Talnar et Kérit gagnaient du terrain. Leur course les mena jusqu'à un embranchement, non loin de la grande porte ouvrant sur Orim. Le jeune garçon fut coupé net dans son élan, quand il vit que Calixte lui faisait face à quelques mètres. Il se retourna, et put voir Valen bloquer également l'autre sortie. Il était coincé. « Allez, gamin, fais pas d'histoire. Rends-nous ce que tu nous as pris. » lui demanda Kérit calmement. « On te laissera partir. » L'enfant n'avait aucune confiance en leurs paroles, aussi tenta-t-il une percée, mais il fut instantanément intercepté par Talnar qui le souleva du sol. « On t'a dit de nous rendre notre pognon. T'es bouché ou quoi? Allez, donne-moi ça !» l'engueula le Jvordéen en lui arrachant sa bourse. « Et que je t'y reprenne pas, sale morveux !» Talnar lâcha le gamin avant de lui asséner un coup de pied dans le derrière. Le petit, qui ne devait pas avoir plus de 10 ans, s'enfuit à toute allure sans demander son reste. Mais tandis que le bruit de ses pas s'éloignait, d'autres au contraire semblaient se rapprocher. Reconnaissable entre tous, c'était le bruit sec que faisaient les bottes des miliciens de Dartan sur le pavé. Alors comme ça, messieurs, on dépouille des enfants. Les invectiva l'un des miliciens avec un sourire sournois. La course allait de toute évidence devoir reprendre. La suite, dans les Arcanes d'Osmund, chapitre 9. Un épisode, ça représente 30 heures de travail. Donc si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur patreon.com/MiorspiPanda.